Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de géographie. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un nouveau sujet du même chapitre, un monde connecté et interdépendant, un dernier thème sur les migrations, mais cette fois-ci il s'agit de migration forcée, donc nous allons parler des réfugiés dans le monde. Si vous avez déjà vu la fiche qui correspond à ce thème, vous avez pu constater que dans le monde, environ 60 millions de personnes sont considérées comme déplacées, c'est-à-dire qu'ils ont été contraints de quitter leur lieu de vie à cause d'une catastrophe ou le plus souvent à cause d'une guerre qui les a chassés de l'endroit où ils ont toujours vécu jusque-là. Plus de la moitié des déplacés restent dans leur pays. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Un peu moins de la moitié, c'est-à-dire tout de même 20 millions de personnes dans le monde, vont devoir quitter leur pays. Alors quand on regarde les chiffres des pays qui aujourd'hui connaissent le plus de départs et le plus d'arrivées, on va constater qu'en général les réfugiés parcourent de petites distances. Ainsi, le pays qui aujourd'hui est le premier pays de départ est la Syrie, ce qui n'est pas étonnant puisque ce pays connaît une guerre civile qui dure maintenant depuis 2011. Et on voit en même temps que le principal pays d'accueil de réfugiés dans le monde à l'heure actuelle est la Turquie, c'est-à-dire un pays voisin. Et évidemment, l'écrasante majorité des réfugiés en Turquie sont les Syriens qui justement fuient cette guerre. Dans les documents, nous parlerons du camp de Dadaab, au Kenya, qui longtemps a été le principal camp de réfugiés au monde, qui a sans doute atteint 500 000 personnes. Et la plupart des réfugiés de Dadaab étaient originaires de Somalie, c'est-à-dire qu'ils étaient originaires d'un pays là encore frontalier. À l'heure actuelle, c'est le camp de Kutupalong qui est considéré comme le plus grand camp de réfugiés au monde. Et ce camp de réfugiés au Bangladesh accueille essentiellement des Rohingyas venus de Birmanie. Là encore, la Birmanie est un pays voisin du Bangladesh. En effet, le cas le plus typique pour un réfugié est d'avoir fui à pied le conflit et d'avoir franchi une première frontière, suite à quoi il est immédiatement placé par le pays qui accueille dans des camps le plus souvent sous l'administration de l'ONU, et il existe un organisme de l'ONU chargé spécialement de s'occuper des réfugiés. Cet organisme s'appelle le HCR, c'est-à-dire le Haut Commissariat aux réfugiés. Mais la plupart des réfugiés sont partis avec très peu de choses, sans véhicule, sans disposer des moyens de faire des voyages à plus longue distance, et les pays qui les accueillent ne les laissent pas circuler. Ils les placent le plus vite possible dans des camps où on achemine une aide humanitaire minimale d'abord, de quoi se nourrir, de quoi avoir de l'eau, des toilettes, un abri, le plus souvent des tentes. Et puis parfois ces camps durent longtemps, et alors les tentes se transforment. On a d'abord de petites baraques, et puis parfois de véritables quartiers qui finissent par se construire. Si on prend la question des réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, dont la situation date de 1948, alors on a effectivement dans les camps de réfugiés des maisons qui aujourd'hui peuvent avoir plusieurs étages. Pour localiser les réfugiés à l'échelle du monde, j'utilise une carte réalisée par un géographe français qui s'intitule l'Arc des réfugiés. Cet arc des réfugiés définit une région entre l'Asie et l'Afrique de l'Est, où se trouve aujourd'hui, et depuis quelques décennies maintenant, la grande majorité des réfugiés dans le monde. Aussi bien ceux qui partent que ceux qui arrivent, puisque nous venons de dire qu'en réalité, les distances parcourues sont en général très courtes. Mais on peut constater que cette région du monde est aussi une région qui concentre un très grand nombre de pays parmi les plus pauvres. Ça n'a rien de surprenant pour ce qui est des pays de départ. Les pays pauvres sont aussi souvent des pays instables, donc susceptibles de connaître des guerres, des troubles intérieurs, des situations qui obligent les gens à partir. Mais cela signifie aussi que la plupart du temps, les réfugiés sont accueillis dans des pays qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'occuper d'eux plus que d'une manière assez minimale. Ce qui nous permet d'insister à nouveau sur l'importance du HCR et de l'ONU pour être capable de prendre en charge des réfugiés qui arrivent parfois par centaines de milliers en peu de temps à un endroit lorsqu'une guerre éclate. Pour illustrer la vie quotidienne dans les camps, il est intéressant d'observer d'abord une vue aérienne
qui nous permet de nous rendre compte que des camps de réfugiés qui peuvent dépasser 200 000 habitants, c'est-à-dire plus que la population de la commune de Tours, sont formés essentiellement de tentes ou de petits bâtiments sans étage, ce qui signifie qu'ils sont extrêmement étendus. Ils peuvent s'étaler sur plus de 10 km² en général pour des camps de cette population. J'ai ensuite utilisé une bande dessinée tirée d'un magazine qui s'intitule Topo et qui, il y a quelques années, avait fait un dossier sur les réfugiés à Dadaab. Sans entrer dans tous les détails, on peut déjà considérer que, en moyenne, un réfugié dispose de 3,5 mètres carrés pour son lieu de vie. Et il n'est pas rare d'utiliser le même point d'eau, puisqu'il n'a pas d'eau courante, à 100 ou 150 personnes. Les enfants sont scolarisés. Aujourd'hui, c'est même essentiellement par des gens qui ont grandi dans le camp, puisque c'est un des rares métiers qu'il va être possible pour eux d'effectuer. En effet, ces camps sont soit très éloignés du reste des zones habitées du pays, soit la circulation des réfugiés est très réglementée, ce qui les empêche d'aller chercher un travail ailleurs, ce qui leur est souvent interdit. Et à Dadaab, on cumule ces deux raisons qui font que la plupart des habitants du camp doivent rester sur place, quitte à ne pas travailler et donc à recevoir une aide minimale, et cela pendant des années. Aujourd'hui, dans les plus grands camps de réfugiés, on a donc des générations entières qui sont nées et qui ont toujours vécu, et qui atteignent l'âge adulte sans avoir connu d'autres lieux de vie et d'autres pays que leur camp de réfugiés. Beaucoup font alors des demandes pour essayer d'être admis ailleurs. Les États-Unis ont longtemps été le rêve d'une destination pour beaucoup de réfugiés du monde, mais les États-Unis ont considérablement réduit le nombre de personnes qu'ils admettent, notamment après l'élection de Donald Trump. Dans le même temps, les pays de l'Union européenne subventionnent les pays comme la Turquie à la condition qu'ils conservent les réfugiés chez eux et ne leur permettent pas de franchir les frontières vers des pays européens. Parfois, quand la situation du pays d'origine s'améliore, les réfugiés peuvent espérer rentrer. Mais dans le camp de Dadaab, même si la guerre civile n'est plus aussi meurtrière qu'à d'autres moments en Somalie, le pays est loin d'être stabilisé, son économie est dans un état déplorable, et c'est pourquoi le nombre de retours en Somalie reste particulièrement bas. Alors dans cette leçon, j'ai volontairement essayé de vous parler des réfugiés dans le monde, et pas spécialement en France et en Europe. En effet, si vous écoutez l'actualité, vous pouvez avoir l'impression que beaucoup de réfugiés rêvent de venir en Europe ou que beaucoup de réfugiés se rendent tous les jours en Europe. En réalité, on parle là de quelques milliers de personnes. Mais j'ai tenu à vous montrer dans cette leçon que les continents qui accueillent le plus de réfugiés sont bien l'Afrique et l'Asie, loin devant, alors que l'Amérique et l'Europe n'en accueillent qu'un nombre extrêmement réduit. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet, mais je m'arrêterai là pour cette vidéo de présentation. J'espère que nous aurons l'occasion en classe de revenir sur ce thème comme sur tous les autres du chapitre dès que le confinement sera terminé. Donc je préparerai en fin de semaine une dernière vidéo, et puis nous aurons ensuite 15 jours de vacances, après lesquels j'espère nous pourrons nous retrouver directement au collège. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon confinement.